Je pense qu'il y a un intérêt pour l'histoire parce qu'il y a plus de facilité et parce qu'effectivement nous sommes dans une période où effectivement on sent, et d'ailleurs je suis content de le sentir quand même, on sent que, on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus fort déjà pour la nation, pour la France et pour son histoire. On sent qu'il y a quelque chose, j'espère que ce n'est pas un effet de mode, mais effectivement on sent un plus grand intérêt. Moi je le sens à travers mes réseaux que effectivement les gens commencent plus à des fois se pencher vers la guerre d'Indochine et d'Algérie, qui avant d'ailleurs on n'aurait pas trop, voilà, ils étaient plus Seconde Guerre mondiale, voilà. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Yann de la chaîne YouTube Good Morning Army. Ce passionné d'histoire militaire et notamment des guerres d'Indochine et d'Algérie va nous parler de son travail et notamment de son incroyable voyage à Dien Bien Phu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Yann, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Fred, je suis Good Morning Army, je suis influenceur créateur de contenu militaire et surtout d'histoire militaire. D'accord. C'est quoi ton parcours? Je suis, j'ai, comment dire, je suis poissonnier, je travaille dans la vie civile et du jour au lendemain, j'ai décidé suite à ma passion, à mon père, de réaliser un travail de mémoire et de faire de la création de contenu militaire et de transmettre. D'accord. Ton père est militaire? Était militaire? Non, du tout. Il a fait son service militaire comme tout le monde. Et après, tout simplement, dès l'âge de 6 ans, il m'a plongé dans l'histoire en m'emmenant aux plages de débarquement. C'est une tradition familiale que son père lui a fait avec lui. Et du coup, il a suivi cette tradition avec moi. Et dès lors, dès l'âge de 6 ans, ça m'a plongé dans l'histoire. Sauf qu'avant, je le faisais juste par passion. Comme tout le monde, je lisais, voilà. Mais du jour au lendemain, j'ai décidé de créer une page d'histoire. D'accord. Alors, cette page, elle est beaucoup suivie. Enfin, tu es un peu sur tous les réseaux sociaux. Tu es sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Euh, comment ça s'est passé au début de ce projet? Parce que j'imagine quand on commence de zéro, c'est jamais simple. Est-ce que tu as vu une croissance assez rapide ou tu as senti qu'il y avait un intérêt assez grand sur cette thématique? Alors malheureusement, dès le début, ça a été assez compliqué. En plus, ce qui est plus, nous sommes énormément sur le marché, comme qui dirait. Beaucoup de gens font de l'histoire sur les pages. Donc j'ai commencé normalement il y a 12 ans, à peu près. Ça fait 12 ans que je fais ça. Au début, ça a été compliqué, ça a été très très long. En plus, Facebook, c'était un peu compliqué pour le déclenchement. Donc au début, les publications, maximum, si je faisais un 50 likes, j'étais content, j'étais assez heureux. Donc c'était assez très très compliqué, surtout qu'en plus les premières années, j'avais un complexe, je ne mettais pas mon visage, donc je faisais tout simplement à l'écrit et voilà, il y avait juste le nom Good Morning Army. Et c'est beaucoup de personnes de mon entourage, même à mon travail, qui m'ont incité à mettre mon visage. Et dès que j'ai commencé à mettre mon visage, donc ça fait au moins 4 ans. Effectivement, là, ça s'est déverrouillé. Là, il y a eu vraiment un impact. Et là, on peut dire que déjà, ma réputation sur Facebook était assez importante, parce que j'étais essentiellement sur Facebook. Mais après, j'ai dérivé sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. Et là, effectivement, ça a pris vraiment son essor. La réputation a été faite là. D'accord. Euh, Comment t'expliques qu'il y a un attrait aussi important sur les réseaux et notamment de la part de jeunes? Parce on se dirait a priori ce genre de thématique, ça intéresse pas forcément les jeunes, tu vois, jeunes entre, on va dire, 16 25 ans. Comment toi tu l'expliques? Je l'explique parce que je pense que c'est un peu. Je pense que c'est un certain sens, ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, c'est vraiment multigénération. Après, effectivement, tout dépend toujours des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont un peu plus touchés par les jeunes. Donc forcément, on va obligatoirement toucher un public jeune, comme sur Instagram. Facebook, effectivement, ça se mélange beaucoup par rapport aux générations. Il y a beaucoup d'ailleurs des fois d'anciens militaires, d'anciens combattants, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais il y a même des anciens combattants d'Algérie qui sont sur Facebook. Donc effectivement, on touche vraiment toutes les générations. Après, ça ne m'étonne pas vraiment qu'il y ait beaucoup de jeunes. Quand je vois la communauté, ma communauté qui est essentiellement jeune, ça ne m'étonne vraiment en aucun cas. Après, tout le monde se touche à l'histoire. Quand je vois qu'effectivement, il y a des reconstituteurs, il y a des passionnés, juste des passionnés, il y a des collectionneurs, il y a des anciens militaires, des vétérans. C'est vrai que c'est une communauté assez variée, avec beaucoup, beaucoup de gens différents venant de différents milieux.
Et je pense que, eh bien, justement, les réseaux sociaux amènent justement à pouvoir s'intéresser encore plus facilement à l'histoire. Parce que justement, c'est l'arbre des réseaux sociaux qui forcément est énormément utilisé par les jeunes. Alors, le fait de véhiculer tout ça, il y a eu un regroupement de personnes. Et alors, ça permet vraiment euh, de donner un autre sens aux réseaux sociaux, de lui donner une autre valeur. Ouais. Et tu penses que justement, les réseaux sociaux et notamment ceux qui touchent les plus jeunes, je pense à YouTube, Instagram ou TikTok, c'est un bon vecteur pour communiquer des valeurs, pour communiquer aussi des valeurs de patriotisme, parce que c'est un peu ce qui ressort de ton contenu, j'ai l'impression. Tout à fait, absolument. De toute manière, pour moi, les réseaux sociaux, ce sont une arme. Quand je contacte des associations ou des personnes pour effectivement, comme là d'ailleurs, début mai, il va y avoir une interview d'un ancien combattant de Dien Bien Phu. Quand j'ai contacté l'UNP nationale, enfin l'Union nationale des parachutistes, je leur ai dit qu'effectivement, voilà, moi je me servais des réseaux sociaux et effectivement, les réseaux sociaux, c'est une arme. Et effectivement, maintenant, malheureusement, nous sommes dans une période où les jeunes vont plus vite ouvrir leur téléphone portable qu'un livre. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est une magnifique arme pour entièrement donner sur toute l'histoire et en plus d'une facilité totale. C'est vrai que c'est une facilité d'apprentissage impressionnante et effectivement on peut à travers véhiculer des idées comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, de patriotisme, de devoir de mémoire et c'est vrai que c'est entre guillemets c'est euh, utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, pour ma part, il y a beaucoup de bêtises. Donc, effectivement, c'est la façon d'utiliser, de montrer que les réseaux sociaux, loin d'effectivement, malheureusement, de tout cet amas de bêtises, qu'on peut vraiment en faire quelque chose de culture et effectivement permettre de faire vivre la mémoire. Parce que c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire que euh, en racontant des histoires qui datent de 1800, d'hommes qui ont marché dans la neige, qui étaient bien loin du téléphone, et même du fax ou du Minitel, et bien de savoir que leur histoire est maintenant transférée sur des réseaux sociaux à travers des portables et que leurs histoires, leurs faits d'armes est justement relayée sur ces réseaux. Et c'est ça qui est beau dans un certain sens. C'est que du coup, il y a eu ce magnifique pari de la vie que de 1800, de 1900 jusqu'à 2024, maintenant, ils sont sur les réseaux, ils sont là, on voit leur visage. Et justement, c'est un magnifique, entre guillemets, livre numérique pour eux, quoi. Je trouve que c'est vraiment une magnifique façon d'utiliser les réseaux sociaux et qui plus est, en plus, de les utiliser vraiment à bon escient et de vraiment véhiculer des valeurs importantes et surtout que ça les fait vivre. Parce que je vois par rapport à la chronique de Diabète Fou que je fais, ça les permet de les faire vivre encore. Ils sont là, ils sont présents, ils sont encore là, on voit leur visage, on voit les visages de Bijard, on voit les visages de moins connus de seconde classe. Donc c'est vraiment une magnifique expérience de les faire vivre et du coup de les rendre immortels dans le numérique. Hmm. On va en parler de Dien Bien Phu un peu plus tard. Euh, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu aux évolutions qu'on voit venir avec l'IA, avec le métaverse. On commence à parler de ces technologies qui pourraient faire encore plus vivre le passé, l'histoire. Toi, c'est quoi ton regard sur ça? Tu te projettes un petit peu, tu vois tout ce qui pourrait se passer potentiellement? J'avoue que non, du tout. Je me vois pas du tout. Pour l'instant, je suis à mon niveau et je fais surtout comment dire, le travail. J'avoue que je ne me peux pas vraiment être posé la question. Je sais qu'effectivement, des fois, souvent, je me pose la question de savoir comment ça va effectivement évoluer, encore plus évoluer. Déjà, effectivement, le progrès qu'il y a eu et la façon de toucher l'histoire. Déjà, on le voit par rapport à l'évolution des musées. On est des fois maintenant, les musées, ça y est, on est malheureusement, je dis malheureusement parce que des fois, ça gâche un peu l'immersion. Mais maintenant, voilà, les musées, plus d'une fois, j'en ai fait. Ça y est, on sent la technologie qui est là, on sent le virtuel qui est de plus en plus impactant. On est de moins en moins sur les musées avec justement les vieux mannequins, avec les casques d'origine, c'est vrai qu'on est moins dans les décors comme ça. Des fois, ça gâche, des fois, c'est bien. Mais effectivement, on sent l'empreinte qu'il y a un changement total et radical dans le monde du mémorial par rapport au virtuel. Je pense que là, on le sent vraiment. Mais je pense que oui, ça va encore plus être impactant. Après, moi, pour ma part, voilà, je reste sur les réseaux. Donc, moi, je suis mise à jour. S'il y a un moment, il y a un autre réseau qui se crée, bien évidemment, j'irai dessus pour effectivement, entre guillemets, se battre. Se battre, parce que dans un certain sens, c'est quand même un peu, même si je ne suis pas à me lancer des lauriers, mais c'est un combat. Et c'est un combat de mettre leur visage sur tous les réseaux sociaux, absolument, vraiment qu'ils soient partout, qu'ils envahissent,
qu'on essaie de les montrer partout. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi tu utilises justement ces mots qui sont forts de combat, d'armes? C'est quoi la finalité, tu penses? Ah, la finalité, c'est, je pense que en 2024, comme d'ailleurs nos anciens, il faut chercher un idéal. Nous sommes tous, ça, je pense, enfin, personnellement pour moi, je suis à la recherche d'un idéal. Mon idéal, c'est la France, et ce sont ces hommes. J'essaie de servir mon pays différemment que porter les armes. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance, donc j'essaie de le servir différemment. Et du coup, ça passe par justement le devoir de mémoire. Et c'est un combat. On pense que des fois, c'est une passion mais des fois c'est plus un combat. Parce que justement, en plus des fois des sujets auxquels on parle, moi et mes confrères, moi en plus qui plus est, je parle essentiellement de la guerre d'Indochine, d'Algérie et de Corée, donc effectivement c'est vraiment un combat de réhabiliter entre guillemets leur mémoire. C'est beaucoup, malheureusement avec la République qui a eu, ça a été beaucoup entre guillemets un passé effacé du colonisateur. Donc on a très très peu des fois de voilà, enfin, ça n'a pas la même popularité que la Première et la Seconde Guerre mondiale, surtout la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, c'est un combat. Et c'est pour moi une cause, et une cause à défendre, et entre guillemets, un idéal à chercher. Voilà, se rendre utile, faire en sorte de leur redonner vie, que après ils puissent survivre, que même ils survivront, ils sont devenus immortels. Ça, c'est, ils ont gagné leur immortalité. Mais c'est eux de les rendre encore plus connus, encore plus présents, qui vivent avec nous, qui nous survivent. Un jour, je mourrai, mais par contre, je sais que mon travail aura permis que, ils marchent encore à côté de nous. Des, des milliers d'années, des siècles, voilà, ils soient encore nous. Que en 2000, je sais pas, en 2070, quand je serai plus qu'un Thanos, j'en sais rien, et ben qu'il soit encore là. Je sais pas comment sera le monde, mais que ces hommes qui ont tant donné, qui grâce à qui nous sommes là, soient toujours là. Donc c'est pour ça c'est un combat. Ce n'est plus, en fait, avant c'était une passion quand j'étais enfant, mais maintenant c'est devenu un combat parce que j'en ai fait mon idéal et pour moi il faut absolument qu'il reste immortel. Surtout en plus les guerres dont je traite, qui sont bien différentes pour moi des guerres qui sont bien connues. Ouais. Est-ce que tu fais un lien entre ces guerres-là, justement, et les guerres qui arrivent devant nous et même qui commencent un petit peu à revenir, je pense à la guerre en Ukraine. Est-ce que comment tu vois ça? Et d'ailleurs, deuxième question, c'est est-ce que tu vois un regain d'intérêt pour l'histoire et pour l'histoire militaire du fait que bah, on voit de plus en plus d'images de guerre à la télé aujourd'hui? Alors, alors le rapprochement avec justement la première question, j'ai l'impression qu'il y a des similitudes. Effectivement, des fois, je me suis même prêté entre guillemets au jeu de me dire effectivement il y a des similitudes par rapport des fois. De toute façon, c'est humain, hein. L'histoire se répète toujours. Ça, c'est depuis toujours. Et effectivement, je trouve qu'il y a des similitudes. Après, je ne pense pas, je m'intéresse pas trop à la guerre en Ukraine et à la guerre actuelle, parce que pour moi, ça ne peut pas, entre guillemets, arriver. Enfin, c'est pas de la même intensité pour moi. Ça ne pourra jamais arriver, ça ne pourra plus jamais se reproduire. Je ne crois pas aux Troisième Guerre mondiale. Pour moi, c'est impossible. Plus avec, entre guillemets, la façon de penser actuelle. Mais il peut y avoir des conflits, des guerres, oui, mais pas, ça sera jamais comme avant. Euh, mais pour moi, par contre, le regain d'histoire, je ne pense pas que ça soit par rapport. Après, j'avoue, je m'ai jamais trop pensé là-dessus, pas penché là-dessus. Je pense plutôt que le regain d'histoire est surtout par rapport à comment c'est traité. Je vois par exemple à comment je traite la guerre d'Indochine, on sent un revirement total des gens sur cette guerre. D'ailleurs, des fois, certains même s'éloignent d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, qui est plus connue. Donc, par contre, je pense qu'il y a un intérêt pour l'histoire parce qu'il y a plus de facilité et parce qu'effectivement, nous sommes dans une période où effectivement on sent, et d'ailleurs je suis content de le savoir, de le sentir quand même, on sent on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus fort déjà pour la nation, pour la France et pour son histoire. On sent qu'il y a quelque chose, j'espère que ce n'est pas un effet de mode, mais effectivement on sent un plus grand intérêt. Moi je le sens à travers mes réseaux que effectivement les gens commencent plus à des fois se pencher vers la guerre d'Indochine et d'Algérie, qui avant d'ailleurs on n'aurait pas trop, voilà, ils étaient plus Seconde Guerre mondiale, voilà. Donc, je pense plutôt que c'est plutôt par rapport à l'époque. Je pense qu'il n'y a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Je ne pense pas. D'accord. Après, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je pense à la question qu'on se pose là en t'écoutant, c'est pourquoi toi tu penses que c'est pas un scénario
réalisable, une troisième guerre mondiale? Pourquoi tu penses qu'on ne connaîtra pas d'autres conflits comme ça? Parce que les mœurs ont changé, parce que ce n'est plus d'actualité. Pour moi, personnellement, c'est comme par exemple, on peut pas, par exemple, comment imaginer? C'est comme par exemple, repensons à la France. C'est plus, c'est plus actuel que par exemple, un roi ou un empereur nous dise, écoutez, on prend les armes, on va envahir un pays. C'est pour ce qu'il est, voilà, pour tout simplement pour y aller, pour entre guillemets, faire la guerre. C'est plus possible. C'est pour moi, entre guillemets, avec justement la mondialisation, comment dire, les pays, comment c'est géré, avec maintenant en plus l'OTAN, les trucs. Pour moi, c'est plus possible. C'est tout le monde est tenu, c'est plus entre guillemets, on n'est plus dans des pays. Après, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment sur un autre sujet. Mais pour moi, ce ne sont plus des pays indépendants. Pour moi, tout le monde est lié et effectivement, c'est plus possible de faire entre guillemets de telles guerres. C'est tout bonnement impossible. Pour moi, ce sont des spéculations. Il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale, tout comme d'ailleurs l'arme atomique ne sera jamais utilisée. Pour moi, c'est impossible. Et non, pour moi, il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale. Pour moi, c'est tout bonnement impossible. Parce que déjà, quand on apprend de l'histoire et quand on voit les changements euh, différents d'opinion, de vision, parce qu'on n'est plus du tout au temps des rois et des empires, où justement on avait cette soif d'expansion, de gloire et de ça, c'est impossible. Pour moi, c'est plus possible du tout. Parce que justement, rien que ça, déjà, c'est impossible. Pour moi, en 2024, enfin, on peut pas faire résonner les tambours dans les rues de Paris et voir des régiments partir, justement, bouter de l'anglais. C'est plus possible. C'est- Donc pour moi, il n'y a pas, c'est pas possible. Après, peut-être que je me trompe, hein. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Ça, c'est mon avis personnel. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, on est plus sur de la défense qu'autre chose. Il y aura pas, non, il n'y a pas de, non, pour moi, c'est possible. C'est comme par exemple l'époque coloniale qui est terminée. C'est tout bonnement aujourd'hui, on ne peut pas dire nous allons conquérir les richesses de ce pays, comment dire, le coloniser, et voilà, c'est pareil. La France, imaginez Emmanuel Macron qui nous dit j'envoie l'armée coloniser à nouveau l'Algérie. C'est Mm. impossible. Pour moi, voilà. Donc c'est comme une seconde guerre, c'est comme une troisième guerre mondiale. Pour moi, c'est impossible. C'est impensable. Après, je me trompe peut-être. Je me fais l'avocat du diable, hein. Tu penses pas, toi qui t'intéresses à l'histoire, que tu vois, entre les deux guerres, t'avais tout un pan de la population qui disait un peu pareil, que c'est impossible qu'il y ait une deuxième guerre mondiale, que tu vois, on parlait de la der des der. Absolument. Mais par contre, elle a la nuance bien différente, c'est que toutes les guerres, qu'on a, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale a été liée à un événement. C'est la guerre de 1870. Et il y a eu tout un cheminement. Donc, entre guillemets, il y a eu comment dire, pour moi, ces trois guerres sont liées. 1870 amené à la même 1914. 1914 amené à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, entre guillemets, je pars du principe que là, il y avait un lien direct entre ces trois guerres. Il y avait une rivalité. Excuse-moi. Il y avait une rivalité totale. Il y avait, entre guillemets, un esprit de vengeance. Ce qui est pour moi à l'époque tout à fait normal. Voilà, il fallait, voilà, c'était normal, c'était logique. Mais, entre guillemets, toutes ces guerres sont liées pour moi. Après, là, maintenant, je ne vois aucun lien. Je ne vois pas, voilà. Et en plus, entre guillemets, on a été élevé maintenant en plus différemment. Par exemple, quand on voit l'éducation qui a été faite après 1070 aux écoles dans la haine du Bosch. Voilà, il y avait un esprit vengeur. Il fallait venger 1070. Donc effectivement, on était là. Après, il y a eu 14-18 et forcément le traité de Versailles. Donc forcément, ça a amené à comment dire, effectivement à la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'est ma vision de l'histoire. Pour moi, effectivement, ces trois guerres sont liées et ont été des déclencheurs qui ont amené à la guerre suivante. Là, personnellement, je ne vois aucun déclencheur. Personnellement, voilà, c'est quel pays avec qui on pourrait se faire la guerre? Entre guillemets, en termes, je parle passé historique. Et qu'entre guillemets, on ait une quelconque vengeance, une quelconque envie de se venger. Et d'ailleurs, quel pays, d'ailleurs, a un sentiment de vouloir se venger envers nous? Je ne sais pas. Après, effectivement, peut-être que tu as une vision bien différente parce qu'effectivement, toi, tu traites plus de ça. Donc, effectivement, je pense que peut-être ta vision, d'ailleurs, je serais intéressé d'entendre ton avis. Mais pour moi, là, par rapport à l'histoire, il y avait des déclencheurs. Il y avait, entre guillemets, un bouton rouge. Pour moi, là, il n'y en a aucun. Il y a plus de ça. Ouais. C'est, Non, mais c'est intéressant parce que ce que tu dis fait écho pas mal à ce qu'on entend ces derniers temps sur la question du conflit en Ukraine et la potentielle, enfin, l'éventualité que nous, Français, on irait se battre là-bas et tu vois ce qu'on entend beaucoup qui est de dire justement d'anciens généraux qui vont dire oui, mais
on n'a aucune raison de le faire, on n'a aucune raison d'aller mourir pour notre pays, ou etc. Et c'est vrai que ça fait quoi ça? Mais alors, je vais revenir sur un truc que tu as dit que je trouve très intéressant, sur le lien que tu fais entre l'histoire et notamment ces conflits qui sont pas la Deuxième Guerre mondiale ni la Première, mais qui sont des conflits liés au passé colonial de la France et dans ces premiers conflits aussi, on va dire géopolitiques, qui ont eu des conséquences assez importantes enfin, sur notre vie à nous, hein, parce que l'immigration est liée aussi indirectement à tout ça, à tous ces épisodes-là. Et tu as parlé de ce regain d'intérêt pour la nation. Euh, alors, c'est toujours un terrain très glissant, parce qu'il y a les questions de nationalisme, les partis politiques, etc. Nous, sur Défense Zone, on n'est pas du tout politisé où il n'y a pas d'idéologie et il n'y a pas de ligne éditoriale liée à la défense. Et j'imagine que quand on regarde ton contenu, que c'est ton cas aussi. On sent pas un message politique pour un parti ou pour un autre. Et je pense que c'est ce qui fait la qualité de ton contenu et ce qui fait que du coup, tu peux parler à tout le monde. Est-ce que tu as dû faire face? Comment tu as fait pour justement te préserver de ça et c'est quoi ta vision de ça? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'influenceurs histoire, si on peut appeler ça comme ça, qui, ben, à un moment donné, font quand même un choix et ont une ligne éditoriale qui est marquée à gauche, à droite, au centre, on ne sait pas où. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Alors déjà pour effectivement répondre, alors malheureusement effectivement c'est vrai que c'est beaucoup c'est vrai que c'est un terrain assez glissant. Ça par contre c'est clair, hein. Quand on traite d'histoire, on va vite effectivement à se mettre dans une case. C'est vrai qu'il est difficile de faire la part des choses et de pas, d'ailleurs surtout de pas être vu par les gens dans une certaine case, parce que malheureusement en plus nous sommes dans une période, enfin dans une époque où quand on s'intéresse à l'histoire, même des fois de personnages basiques comme par exemple Napoléon, nous sommes directement traités de fascistes. Malheureusement c'est comme ça maintenant, donc ça qu'il est assez difficile. Mais par contre, je pars du principe, et ça a toujours été, surtout en plus je parle de sujets assez délicats, je suis vite vu comme un colonisateur, un impérialiste. Je pars du principe que je ne fais aucune politique. La politique ne m'intéresse pas. Et déjà de base, premièrement, on ne fait pas de politique avec les morts. Pour moi, les politiques, enfin les morts, quand ils étaient à Dien Bien Phu, quand ils étaient à Verdun, ils n'étaient pas pour Marine Le Pen, ils n'étaient pas pour Jean-Luc Mélenchon, ils s'en foutaient. Il y avait, pour moi personnellement, bon déjà des gens qui n'avaient pas le choix d'y être, et ils étaient là pour le drapeau de la France. Il n'y avait pas de politique, il n'y avait rien. Je pense que je ne suis pas combattant, je ne l'ai pas été. Je pense que dans une tranchée, au fond d'un trou, avec un ennemi, je pense qu'il n'y a pas de politique. Je pense que tout le monde s'en fout de la gauche, de l'extrême droite, du sud-sud-ouest, du nord-nord-ouest. Voilà. Donc je pars du principe qu'on ne fait pas de politique avec les morts. Les morts, eux, ils ont leur guerre. Bon, bah, la ma politique, justement, ce sont les morts. Les morts, ils sont là, ils ont donné une voix. Et justement, souvent d'ailleurs, ils nous apprennent bien plus que les politiques actuelles. Ils ont effectivement une vision, les morts ont souvent une vision bien plus belle de la France qu'ont souvent la politique. Donc déjà, effectivement, c'est un point très important. Je ne fais pas de politique, je ne veux pas en faire. Je ne veux pas salir leur mémoire pour ça. Et effectivement, euh, comment dire, euh, comment expliquer? C'est assez complexe, mais effectivement, ne pas réussir à se mettre dans, parce que le problème, c'est qu'effectivement, on va vite effectivement à se mettre dans un coin ou dans l'autre, dans un extrême, et le pari, effectivement, est de vraiment de rester neutre. Et déjà de base, j'ai une vision très entre guillemets sec sur la politique. J'ai horreur des partis. Et justement, je pars du principe que la France a su rayonner pendant des siècles et des siècles sans parti, et nos hommes ont combattu pour aucun parti. Donc c'est aussi simple que ça, c'est clair. Malheureusement, effectivement, il y a beaucoup d'influenceurs, et ça je suis d'accord, entièrement d'accord, il y a beaucoup d'influenceurs, c'est pour ça que je regarde très peu de mes confrères, parce que beaucoup de vidéos sont souvent, et on sent derrière la connotation, d'ailleurs même des fois le choix du sujet, on le sent, qu'il y a soit je pense particulièrement à un YouTuber, qui soit effectivement il y a de l'extrême gauche derrière, ou soit effectivement il y a de l'extrême droite. D'ailleurs, je suis même des fois attristé de voir que certains de mes confrères, qui sont d'ailleurs plus connus que moi, des fois s'associe des fois avec certains des partis politiques. Pour moi, c'est salir la mémoire. Pour moi, entre guillemets, on fait un travail de mémoire, on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mettre ça à l'intérieur, et pour moi, ce serait salir. On ne porte pas en étendard des poilus prenant telle ou telle chose. On peut pas prendre Jean Moulin et dire qu'effectivement c'est comment dire une image de l'extrême gauche. Enfin voilà, pour moi, à un moment donné, il faut faire la part des choses. On parle d'histoire, on ne parle pas de politique. Même si effectivement c'est délicat dans mon cas, puisque je parle des guerres coloniales,
Donc c'est très très compliqué, mais c'est un point d'honneur que j'essaie de mettre absolument. Après, bien évidemment, des fois dans mon contenu, on peut estimer que je suis d'extrême droite. Ça, c'est effectivement ou fasciste ou même encore bien pire. Parce qu'effectivement, je dis la vérité sur certaines choses. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui m'a énormément, énormément valu beaucoup de haine, où j'expliquais effectivement, parce que pour moi, pas de la politique, pas du tout, mais il était temps de rétablir la vérité. Et effectivement, cette vérité, la plupart ne l'en ont jamais parlé. Et dans cette vidéo, je parlais, entre guillemets, de la gauche pendant les guerres. Parce qu'effectivement, pour moi, il était important d'enfin parler de ça, non pas par politique, mais de dire ce que des hommes ont été capables de faire. Et parce qu'il y avait un lien direct envers nos soldats français. Et donc, du coup, j'ai parlé effectivement de la gauche qui a collaboré, non pas pendant les années 40, parce que ça, nous le savons, mais pendant la guerre d'Indochine et d'Algérie. Et de savoir jusqu'où ils ont été prêts à aller. Et effectivement, cette vidéo m'a énormément, énormément valu beaucoup de haine parce qu'effectivement, beaucoup pensaient que je faisais de la politique. Et pas du tout. Malheureusement, nous sommes obligés des fois de parler de choses comme ça pour rétablir la vérité et surtout, entre guillemets, euh, aider nos soldats. Parce que, c'était un exemple tout simple, ce qui revient énormément, comme je parle de la guerre d'Algérie, c'est sur la torture. Et j'aime savoir et rétablir la vérité de dire qu'on tape énormément sur l'armée française, sachant de ce qui s'est passé, mais pour ces hommes-là, on fait, pour moi, que de gérer un problème, d'ailleurs un problème magnifique, parce qu'ils l'ont géré à la perfection, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la bataille d'Alger est enseignée à West Point encore de nos jours, comme exemple de la guerre contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut savoir juste derrière, c'est parce qu'on tape beaucoup sur l'armée française et on parle que de l'armée française, mais ce qu'on oublie, c'est que celui qui donna l'accord pour cela est Mitterrand. Voilà. Donc effectivement, euh, on- rien qu'on pourrait penser que là, en parlant comme ça, je me situe politiquement, mais c'est faux. Je rétablis simplement des faits. Donc effectivement, c'est très 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 compliqué parce que dès qu'on cite des noms de politiques comme Mitterrand, comme la gauche, ça y est, on est automatiquement visé. Mais pourtant, non, non, je ne fais aucune politique. Et ça, par contre, j'en mets un poids d'honneur. De toute manière, la politique ne m'intéresse pas. Et je pars du principe que les partis politiques, ça n'a pas eu. La France a rayonné sans pendant des siècles et des siècles. Il n'y en a pas besoin. Voilà. Pour moi, seul compte les morts et ce qu'ils ont fait. Et ils ne l'ont fait pour aucun parti politique. Ils l'ont fait pour la France. Pour moi, il n'y a que trois partis politiques. C'est le bleu, blanc, rouge, tout simplement. Donc voilà. Pour tout simplement. Pour moi, il y a la France, il y a vu la France et point barre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucun parti politique. Je ne suis pas preneur. Et c'est pour ça peut-être que d'ailleurs, comme tu l'as si bien remarqué, d'ailleurs je t'en remercie, qu'effectivement mon contenu parle à tout le monde. Autant j'ai des gens de gauche, autant j'ai des gens de droite, j'ai de tout. Mais par contre, effectivement, ça parle à tout le monde parce que tout le monde a compris que moi, seuls les anciens m'intéressaient, seule la mémoire m'intéressait. Par contre, je ne me ménage pas pour parler de choses que par contre personne ne n'en parle parce qu'ils veulent pas effectivement se mouiller. Voilà. Bah, tu as complètement mis le doigt sur le mal, j'ai l'impression, de notre siècle, qui est que j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont amplifié ce côté très humain, tu sais, d'avoir des biais cognitifs qui font que tu seras toujours guidé dans ta consommation de contenu et dans le choix des personnes dans qui tu t'entoures et que tu écoutes sur le biais de confirmation, et tu écouteras toujours naturellement, tu trouveras toujours très intelligent quelqu'un qui dit ce que toi tu penses déjà au fond de toi. Et à contrario, tu détesteras toujours quelqu'un qui dit quelque chose que tu n'as pas accepté ou qui va à l'encontre de tes idées. Et donc c'est clair que si tu dis des vérités ou si tu reprends des faits historiques, parce que dire des vérités déjà c'est très galvaudé comme mot, enfin comme phrase, mais en tout cas reviens sur des faits historiques, sur par exemple quel parti politique a déclenché telle guerre ou quel parti politique a arrêté telle guerre. Et on peut prendre des exemples très récents, tu vois, le simple fait de dire qu'un président comme Trump n'a déclenché aucun conflit et au contraire en a arrêté, alors qu'un de ses prédécesseurs, qui était démocrate, a fait exactement l'inverse, bien qu'il ait eu le prix Nobel de la paix. Là, tout de suite, tu dis ça, t'es catégorisé de gros facho. Voilà, Euh, absolument, c'est ça. et c'est un peu le C'est ça. mal du siècle qui fait que même si les gens seront d'accord avec toi, du moment que tu ne partages pas les valeurs qu'ils ont, tu seras un facho. D'ailleurs, le mot facho, c'est faux à quel point il est utilisé si facilement, quoi. Ah bah Par des gens effectivement, ça, qui connaissent même pas ce que c'est le fascisme, d'ailleurs. c'est ça, parce que malheureusement, c'est la maladie aussi de notre siècle. Malheureusement, même si les réseaux sociaux, par exemple, moi, je m'en sers comme effectivement moyen de culture. Malheureusement, effectivement, il est plus
Malheureusement, c'est ça le problème. Il est plus connu et utilisé pour la bêtise. Donc effectivement, c'est la preuve qu'aussi dans notre siècle, voilà, les gens ne savent plus quoi, enfin, ne savent plus la portée des mots. Ils ne savent plus. Vous remarquez, enfin, remarque, ça se voit dans la vie de tous les jours. On a perdu beaucoup de sens de valeur. Des mots comme l'honneur, comme l'amitié, la sincérité. On a perdu beaucoup. On n'est plus. Je dis pas, j'ai pas vécu aux époques précédentes, mais je pense que ces mots avaient plus de sens. Et comme le mot fascisme, je pense qu'à l'époque, on savait vraiment mettre le mot sur un mot, enfin, le mot point d'honneur fasciste. Et maintenant, effectivement, malheureusement, le facho est utilisé à tout bout de champ. Je pense qu'un jour, on va aimer des lasagnes, on va être traité de facho parce qu'on aime les lasagnes. Je sais pas, à mon avis, je sais pas si, enfin, c'est vrai que maintenant, on aime Napoléon, nous sommes fachos, on aime Louis XIV, nous sommes fachos. Si j'aime le fromage et le pain, parce que je suis un bon français, je suis un facho. Donc effectivement, voilà, c'est vrai que le facho, enfin, ça résume beaucoup de choses. Je pensais pas qu'effectivement c'était autant. C'est vrai que par contre, malheureusement, on perd la valeur des mots. Mais cela n'est pas étonnant, effectivement, vu que nous perdons beaucoup la valeur aussi des valeurs, tout simplement. On a perdu le sens du mot honneur, qui était un mot très français pour moi. L'honneur, c'est très vraiment une qualité française, comme le panache. Malheureusement, maintenant, nous avons perdu ça. Et le mot facho, comment il est utilisé, est une magnifique preuve que, effectivement, nous sommes dans une société qui déjà n'a plus le sens du mot, ne sait plus les définitions, et des fois qui est effectivement très très bête, malheureusement. C'est ça le problème. Et c'est vrai que le mot facho résume magnifiquement bien notre problème de société. Aussi fou que ça puisse paraître, mais ces quelques lettres résument bien la, le problème de maintenant. Mm. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Pour avoir couvert quelques manifestations en tant que journaliste, en tant que photographe de presse, c'est vrai que quand on croise des antifas et quand on se fait caillasser parce qu'on est là pour faire des photos ou quoi et que c'est pas le bon moment pour eux, on se demande le mot facho, ouais, comment il se Ouais. définit. Mais bon, bref. En tout cas, Ouais. c'est intéressant. Et alors, Pardon. le lien est vachement bien entre l'histoire et le journalisme, parce que, bah, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est assez admis par les historiens, le fait que, tu vois, on parle par exemple d'historiens comme Hérodote ou Thucydide, qui sont considérés comme des journalistes, quelque part, parce qu'ils couvraient des événements qui leur étaient contemporains. Euh, alors bien sûr avec des biais et une posture qui est liée à l'époque. Il faisait partie d'un camp dans la guerre, etc. Et pas d'un autre, mais Bien sûr. ça a toujours été le cas. Et puis même plus récemment, même si ça date un peu, mais on prend des gens comme Kessel, Joseph Kessel, qui a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était aussi journaliste et qui a réussi à couvrir la guerre en étant résistant, donc, alors que ça pourrait être assez antinomique. Euh, Comment toi tu perçois un petit peu l'avenir pour des métiers, des nouveaux métiers comme le tien, quelque part, parce que c'est un nouveau métier. Le fait d'être sur les réseaux, d'être influenceur dans des thématiques, faire de la vulgarisation de l'histoire. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens justement pour cette société, euh, ou est-ce que il y a encore beaucoup de boulot? Bah, après, je pars du principe qu'il y a un espoir. Je pars du principe qu'il y a un espoir parce que, après, oui, je n'ai pas caché, j'aimerais, comme toute personne, on aimerait faire ce qu'on aime dans la vie. Et j'aimerais effectivement vivre de ça parce que pour moi, ces hommes et la France, c'est toute ma vie. Pour moi, c'est mon idéal. Et donc, effectivement, j'aimerais oui, faire de mon travail, les faire vivre encore plus, comme je disais, ce combat, encore plus combattre et me dire que je sers à quelque chose. Je sers à les servir eux. Mais j'ai espoir, parce que je pars du principe que les influenceurs, quand on parle d'ailleurs d'influenceurs, et d'ailleurs c'était ça qui était assez intéressant, quand j'ai eu une personne de l'UNP et que je lui ai dit que j'étais influenceur, elle avait eu directement une réaction, voilà, parce que quand on entend le mot influenceur, on pense tout de suite à toutes ces personnes complètement délurées pour la plupart du temps et complètement hors du temps. Donc je pars du principe qu'il y a un espoir, parce que quand j'entends il y a de ça quelques mois qu'une personne, une femme, vend l'eau de son bain et qu'elle est achetée, je pars du principe qu'il y a... Bon, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas même les mêmes attributs qu'elle, ça c'est vrai. C'est vrai que j'attire moins l'œil. Mais je pars du principe qu'il y a peut-être un espoir, hein. Si des gens sont prêts à acheter l'eau du bain d'une femme, et me dit peut-être qu'il y a un espoir pour effectivement la culture. Moi, j'espère en tout cas, j'espère, parce que c'est vrai que cette société me fait assez peur. Mais je me dis qu'il y a un espoir. C'est vrai que quand je vois des fois le contenu d'influenceurs qui sont payés pour faire ce qu'ils font, je me dis
que si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, bah, c'est vrai que par contre, il y a une cause perdue dans un sens. C'est vrai que ce serait décevant, très décevant, parce que même si je m'en rends compte, hein, je m'en rends compte que une femme ou un homme influenceur, maintenant il y a les stéréotypes, hein, voilà, forcément. Alors une femme qui a une magnifique poitrine, qui est là, qui fait ses ouin et un homme qui est magnifiquement galbé avec ses gros muscles, effectivement, font plus de vues que moi alors que je parle de mort. C'est vrai que ça m'affecte. Je me dis effectivement, je me dis bon, c'est vrai que bon, c'est comme ça. Bon, malheureusement, plus ce sont les mœurs, hein, les réseaux sociaux recherchent plus ça que effectivement ça. Mais bon, bah voilà. Mais je garde espoir. J'espère que effectivement un jour il y aura. C'est vrai que c'est une nouvelle forme, hein. De toute façon, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que là, le métier influenceur a été reconnu, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, ça a été reconnu. Donc j'espère déjà pour eux et pour leur donner encore plus de parole, parce que c'est vraiment être complémentaire. C'est que les associations, tout le monde, y gagnerait à travailler effectivement avec des influenceurs d'histoire. Parce qu'effectivement, comme je disais, les réseaux sociaux sont une arme, et une arme très puissante. Et effectivement, de toute façon, on voit maintenant toutes les marques, même de Terre de France, par exemple, je prends l'exemple de Terre de France, enfin, voilà, ils sont sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a beaucoup, enfin voilà, c'est tout le monde, on est obligé de maintenant passer par les réseaux sociaux. Mais effectivement, ça serait bien que justement cet arbre mémoriel, comme il y a par exemple les associations, les musées et autres, s'allie justement aux influenceurs pour effectivement faire des choses avec eux. Et effectivement, parce qu'il y a quelque chose, pas de n'importe qui. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y a des gens, il faut se méfier. Il faut se méfier, et ils vont vite à faire de la politique. Déjà un exemple. Et aussi par leur qualité de travail. Mais par contre, je pense que certains méritent effectivement ouais, d'aller de l'avant. Je pense à certains confrères aussi qui sont très très forts, qui font un métier, enfin aussi un travail très très impressionnant, parce que nous sommes seuls, parce que des fois certains sont en équipe, mais je pense à un confrère qui comme moi est seul et qui fait un travail incroyable. Effectivement, j'espère que lui et moi, par exemple, un jour, effectivement, nous pourrons effectivement en vivre, parce que je sais que il y en a, ils le font par passion, euh, mais juste par passion. Ils n'ont pas l'amour. Et ça, effectivement, c'est deux nuances bien différentes. Et quand vous êtes quelqu'un comme moi qui passe toute sa vie, tous ses jours, il n'y a pas une seule journée sans qu'il n'y a pas l'histoire à côté de moi. Enfin, j'aimerais effectivement que ça se développe et que vraiment il y a un avenir. Parce qu'il y a derrière ça, c'est bien plus que ma personne, c'est vraiment leur mémoire à eux. Et si je veux dire que j'ai réussi, eh ben, leur mémoire a réussi avec moi. C'est que derrière moi, je porte un bagage, et j'espère vraiment que ça puisse. Mais quand je dis, je garde espoir, parce que comme on voit effectivement des gens qui vont à l'eau de leur bain, je me dis, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Si on a atteint un tel niveau très bas, je pense qu'on peut remonter un petit peu. Bon, je garde espoir. Ouais. On verra. Mais bon, peut-être que je vends mon eau de mon bain, peut-être marcher. Il y a peut-être un marché, ouais. Euh, qu'est-ce que tu penses de... Parce que là, ce que tu fais, c'est aussi un peu le rôle de, quelque part, de l'école, normalement, de l'éducation nationale, des profs Oui. d'histoire, qui sont payés accessoirement par nos impôts pour éduquer aux enfants ce que c'est justement l'histoire de ces morts, etc. Mm. Euh, Il y a de plus en plus de profs d'histoire qui se lancent sur YouTube. Oui. C'est assez amusant d'ailleurs de le voir, hein. Pas peu que des profs d'histoire, d'ailleurs, il y a de plus en plus de profs, tout simplement, qui se disent mais ça serait bien en fait que mon travail soit un peu plus reconnu, que je sois accessoirement mieux payé. Quel regard toi tu portes sur ça? Est-ce que tu penses que euh, t'as ce même espoir pour l'éducation nationale ou pas? Pouf, alors l'éducation nationale, ça c'est un sujet très intéressant. Je pars du principe, alors attention, je ne vais pas, parce que là, pareil, c'est qu'il y a beaucoup de sujets glissants. Je ne vais pas taper sur les profs. Je pense qu'il y a deux nuances, il y a l'éducation nationale et les professeurs. Je pense que ce sont deux nuances totales. Malheureusement, l'éducation nationale actuellement n'apprend plus rien pour moi. En tout cas, on apprend mal. Déjà, à mon époque, une chose toute simple, forcément, étant passionné par la Seconde Guerre mondiale au tout début, j'attendais la Seconde Guerre mondiale avec impatience. J'avais hâte d'en découdre avec mon professeur, de lever la main constamment, d'être tout content. Et on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Et on m'a donné une feuille à quatre. Je m'en souviendrai toute ma vie. On m'a donné une feuille à quatre avec des cases à l'intérieur. Et on devait marquer, déjà, j'avais l'impression d'être à la maternelle, on devait marquer sous les photos avec notre professeur
quelles étaient effectivement les dates en rapport à ça. Donc forcément, on avait une image du débarquement, donc on débarquait que c'était le 6 juin 1944. Bon, déjà, c'était assez pédagogique et j'avais vraiment l'impression d'être en maternelle. Et après avoir fini cette feuille A4, on nous a dit de la garder et de nous souvenir de ces dates. Et que c'était terminé. Et qu'après, effectivement, il fallait qu'on parle effectivement de l'exode des civils et de la Shoah. Voilà ce qui a été mon programme de Seconde Guerre mondiale. Une feuille A4 qui a résumé de 1939 à 1945. Une feuille A4. Voilà. Après, ça a été là-dessus. Donc voilà. Donc voilà ma Seconde Guerre mondiale. Je ne parle même pas de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie. Alors là, ça a été, je pensais plus à un cours politique. Justement, on en parlait qu'autre chose. À cette époque-là, j'étais jeune, donc je comprenais pas trop. Mais déjà, ça me plaisait pas ce que j'entendais. Mais je m'attendais surtout, voilà, effectivement, à beaucoup de choses comme ça. Bon, je prends un autre exemple, un exemple tout bête. J'ai eu une ancienne compagne qui avait un neveu et qui avait 15 ans. Donc 15 ans, c'est quand même impressionnant hein, comme âge pour moi. Et il m'a montré ses cours d'histoire. Lui ont donné, en plus d'une, on est loin maintenant des manuels, c'est beaucoup sur mon tablette. Et là, par contre, c'est pas bon pour moi. Pour moi, l'école doit rester au livre. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il m'a montré ses cours d'histoire. Et je découvre l'histoire de France en pâte à modeler. Donc voilà. Donc et le mot est faible. Hein. Faut voir pour le croire. C'était vraiment. Et il avait 15 ans. Et je vois un Napoléon qui passe de Louis XIV. On voit la petite pâte à modeler qui se défile et qui se reconstitue en Napoléon. Et on voit une petite voix toute mignonne. Encore, alors là, je sais pas ce que c'est comme niveau. Pour moi, c'est maternel. Et encore, voilà l'histoire de France. Et il m'a expliqué, il m'a dit, ça, c'est notre résumé en histoire de France. La vidéo durait 4 minutes à tout casser, en pâte à modeler. En pâte à modeler, voilà. Et il m'a dit, aujourd'hui, on a appris les valeurs de la France. Et je dis, ah bon? Je dis, mais tu as 15 ans. Tu apprends seulement maintenant que les valeurs de la France, c'est la Marseillaise, le drapeau, Marianne, et voilà. Je sais ça. Tu apprends seulement ça maintenant. Donc voilà, donc c'était un exemple, parce qu'il faut bien se rendre compte. Et effectivement, ils n'apprennent plus Napoléon. Napoléon est bâclé en 2-2, parce que j'ai longuement parlé avec lui. Après, peut-être que c'est pas le cas dans tous les établissements, bien évidemment. Jeanne d'Arc, il n'est plus appris. Il m'a dit qu'effectivement, il n'avait pas appris Jeanne d'Arc, parce que malheureusement, Jeanne d'Arc est devenue un emblème de l'extrême droite. Donc effectivement, il faut pas surtout pas prôner effectivement ça. Donc on n'apprend plus Jeanne d'Arc, qui est quand même une grande héroïne, hein, qui a chassé les Anglais de notre terre. Donc effectivement, on ne l'apprend plus. Donc pour moi, l'éducation nationale maintenant ne remplit plus son travail. Déjà à mon époque, c'était limite. C'était limite. Moi, je faisais souvent un parallèle avec mes parents, avec ce qu'ils avaient appris eux, et j'étais abasourdi. Mes parents avaient appris des choses, même sans parler de l'histoire de France. Hein. Ils avaient appris le Big Bang, des trucs comme ça. Moi, rien. Moi, il n'y avait pas eu, ça a été le néant. Voilà, il n'y avait rien, il y a rien eu. L'époque napoléonienne, pareil, ça a été en un claquement de doigts. Et malheureusement aussi, peut-être pas tous, mais les profs aussi en cours font aussi de la politique. Et ça, malheureusement, moi, ça m'est arrivé. Il y a eu beaucoup des fois de politique. J'entends énormément de gens, parce que justement, à travers ma page, beaucoup viennent me dire que, et c'est pour ça que c'est marrant suite à ce que tu as dit, beaucoup de gens me disent qu'effectivement, ils aimeraient avoir un professeur d'histoire comme moi, ou qui me disent que limite, ils apprennent plus avec moi qu'avec leur prof d'histoire, que certains, ils ont plus appris avec moi qu'avec leur ancien prof d'histoire, ou qu'ils apprennent plus en ce moment avec moi qu'avec leur prof d'histoire. Donc effectivement, c'est assez incroyable comme rapport parce que je suis juste un influenceur. C'est le travail de l'éducation nationale. Donc c'est vrai que c'est là que ça révèle qu'il y a un gros souci. Euh, mais comment dire? Mais le problème, c'est qu'effectivement, je pense que les professeurs déjà, si certains veulent apprendre certaines choses, ils sont plus libres. Moi, j'ai eu un professeur qui m'a contacté, qui m'a dit, j'aurais voulu enseigner ça à mes élèves, mais on m'interdit. Donc effectivement, voilà, il y a tous ces, je pense que c'est très très compliqué. Il y a aussi ce qu'il faut dire, et alors ça j'ai beaucoup, énormément, j'ai beaucoup de gens justement bah, du coup qui sont encore à l'école, qui sont au lycée, qui sont à la fac, et j'ai énormément le même refrain qui revient constamment. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de France, et automatiquement, et c'est vrai, même des fois ça va très très loin. J'ai une personne qui m'a raconté, comment dire, qu'elle avait carrément été jusque dans le bureau de la CPE pour effectivement apologie de l'histoire de France. C'est quand même grave d'entendre ça. Et effectivement, le fameux mot a été prononcé. Donc effectivement, voilà, même on l'a traité de facho. Voilà, voilà, tout simplement. Donc
À ce qui paraît, à la fac, dans tous les facs, c'est beaucoup aussi, ça revient souvent. Donc les facs, alors moi qui ai arrêté l'école très tôt quand même, je pensais que les facs c'était quand même plus libre. Et pourtant, à ce qui paraîtrait, les facs sont aussi par rapport aux professeurs, souvent des partis politiques, des choses du gouvernement. Enfin, j'ai l'impression des fois que de ce que me racontent les gens qui sont là-bas, j'ai l'impression qu'ils vont plus à des meetings politiques qu'à des histoires. Et effectivement, j'ai parlé à une personne qui justement est en doctorat d'histoire militaire et elle m'a dit qu'il fallait même choisir comment employer ses mots. Et elle m'a dit que par exemple, et c'est ça qui est fort, je savais même pas que ça existait. Elle m'a dit que par exemple, pour expliquer chez elle, il fallait utiliser le mot société militaire, qu'elle s'intéressait au mot société militaire. Ça m'a, pour éviter justement de trop alarmer ou agresser, parce qu'elle peut pas dire qu'elle est passionnée d'histoire militaire, non, enfin, il faut qu'elle parle de société militaire. Donc c'est tout plein de mots, et effectivement, des fois j'ai l'impression que malheureusement, ça devient plus des meetings qu'autre chose, et certains d'autres ne peuvent pas, et l'éducation nationale aussi, voilà, on n'est plus dans l'air pour moi. En plus, on doit effectivement des fois plus plaire comment dire, à certaines personnes. Donc effectivement, pour moi, on n'est plus dans l'époque où l'éducation nationale prônait le patriotisme, voilà, l'histoire de France, voilà, la gloire de l'histoire de France. Enfin, pour moi, je pense qu'on est très très loin des manuels de nos anciens qui ouvraient par exemple des manuels sur l'époque de la colonie. Voilà, enfin, bien évidemment, on peut plus faire ça, bien évidemment, mais je pense que ça doit être rare de nos jours, enfin, de ce que j'ai vu à chaque fois et de ce que j'ai entendu, ce qui paraît, c'est une catastrophe. Mais après, je ne pense pas que ça doit être que de la faute des professeurs. Je pense que c'est l'éducationnel qui, effectivement, des fois impose ça. Voilà, des programmes bien, voilà, formatés pour, entre guillemets, plaire. Et comme maintenant, nous sommes en plus dans une époque où la France doit constamment s'excuser ou s'écraser, donc effectivement, nous sommes dans une façon où, entre guillemets, on doit constamment, voilà, plaider coupable, voilà, ou être neutre, être tout gentil. Donc, voilà, donc, c'est ce que à chaque fois j'entends. Après, qu'il y ait des profs qui viennent sur les réseaux sociaux, je peux les concevoir. Parce que je pense qu'ils ont plus de liberté pour effectivement exercer leur métier. Donc je peux comprendre. En plus, qui plus est, ils ont compris, tout comme moi, et comme beaucoup, l'arme qui était les réseaux sociaux. Alors moi j'applaudis. J'applaudis parce que bah, du coup, bah, c'est bien, parce que en plus, bah, ça amène de la culture, et il y en a follement des fois besoin sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir, des fois, de voir. Après, c'est vrai que c'est quand même dérangeant. Des fois, il y a des côtés où c'est un peu, pour moi, voilà, c'est vrai que enfin, c'est assez dérangeant. Ça relève vraiment un problème de la société actuelle. Hmm. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Et je pense que les gens qui nous écoutent feront très vite le parallèle avec leur expérience personnelle, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que parent. On a discuté avec une génération qui... tu as mis le doigt dessus, il y a aussi presque une sorte de rejet de certains faits. Euh, alors, effectivement, en plus, les guerres de colonies, enfin de colonisation, décolonisation, c'est encore très touchy parce que ben, ça a amené aussi des vagues de migration en France et donc du coup, on a l'impression de revivre, ou en tout cas, il y a presque une volonté parfois de faire revivre ou pas faire revivre certaines choses en fonction, encore une fois, des sensibilités et des idéologies de chacun. Donc Ah, c'est mais de sûr. toute manière, on ne peut pas parler des excuse-moi de t'avoir interrompu. On ne peut pas parler des guerres de colonie. C'est même pas une question d'immigration ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une question, parler des guerres de la colonisation, enfin, des guerres coloniales, c'est rappeler le temps de la colonie. Et ça rappelle effectivement, en plus, voilà, si on venait à glorifier ou à parler, entre guillemets, des colonies, alors qu'il y a dans une classe, il y a un Algérien ou, comment dire, ou un Vietnamien, alors là, ce serait un drame. Je pense que là, c'est un drame total. Le professeur perdrait peut-être enfin, on aurait certainement des soucis, il perdrait peut-être même son poste. Il faut imaginer si effectivement un professeur venait à parler de ça, il faudrait qu'il soit vraiment sur la pointe des pieds, et même encore sur la pointe des pieds. Enfin voilà, parce que ça serait glorifier notre temps de la colonie, ce que nous avons fait là-bas, nos anciens. Moi, je le vois quand je parle de ça, c'est même pas une question d'immigration, c'est une question que je glorifie la gloire de l'époque coloniale. Voilà, donc je suis automatiquement un nazi, un esclavagiste, comment dire, un fasciste, forcément. Voilà, donc effectivement un suprémaciste blanc. Donc effectivement, c'est surtout ça. C'est si on pouvait en parler, alors, surtout de cette époque. Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est différent. Bon, même s'ils ont quand même réussi à nous mettre sur la Première Guerre mondiale, que voilà, il y a encore eu des critiques, parce qu'ils arrivent toujours à nous trouver des choses. Mais la Première Guerre mondiale, pareil, elle a perdu aussi de son essor patriotisme. On parle beaucoup, voilà, que ils sont tous, c'est dramatique et ça m'énerve quand j'entends ça. Oui, ils sont tous morts pour les industries et de ça. Voilà,
Je pense qu'il y a deux nuances. À chaque fois dans les gars, il y a toujours deux nuances. Et malheureusement, effectivement, maintenant, voilà, souvent quand je parle des fois avec des gens de la Première Guerre mondiale, j'entends plus, et ça, ces fois, ça me fout la haine, j'entends plus de dire, ah oui, c'était des hommes qui ont été envoyés à la boucherie, ils n'ont pas eu le choix. De toute manière, ils chargeaient en buvant du vin. Donc, ils n'avaient pas le choix, ils savaient même pas où ils étaient. Quand j'entends des choses comme ça me, voilà, on trouve à chaque fois, en plus, de toute manière, à chaque fois où qu'on aille, ils trouvent à chaque fois quelque chose à dire ou à trouver sur un personnage qu'on ne pourrait pas imaginer, comme par exemple des fois l'absurde, comme quoi que certains prônent que Louis XIV était noir. Donc effectivement, on arrive des fois dans une absurdité. Donc parler déjà de choses simples comme la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment relativement simple, c'est vraiment tout bête, eh bien là, parler des guerres coloniales, et ce serait se tirer une balle dans le pied à l'éducation nationale. Je pense que ce serait un drame, Hmm. pour ma part. Ouais. Ouais, le coup de Louis XIV noir, je l'ai vu sur je crois que c'était l'IA de. Je crois que c'est OpenAI ou je sais plus quelle IA en fait est devenu tellement woke que en gros tu lui demandes de te générer Louis XIV et te le met en blague. Si tu demandes de générer le pape, il te met une femme. Enfin Ah oui, oui, ça devient mais le complètement problème, taré. mais, bah, le problème, ce sont les gens qui y croient, c'est ça le problème. C'est ça, Ouais. et c'est ça qui est terrible. C'est de savoir qu'il y a des gens qui y croient, ils pensent qu'en réalité, toute l'histoire a été fabulée, inventée. Et là, ça commence à atteindre un sommet. C'est comme on entend que Louis XIV était esclavagiste. Enfin, on entend des choses, mais ça devient terrible. Mm. On trouve à chaque fois, ils nous surprennent de jour en jour. Et ça devient terrible, par contre. Ouais. Euh, Parlons un peu de Dien Bien Phu, parce que tu rentres tout juste d'un voyage qui avait l'air passionnant, à en croire les posts que j'ai pu voir. Je t'ai suivi un peu sur ton parcours. Euh, Merci. Tu es allé à l'endroit où il y a eu la bataille de Dien Bien Phu. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as eu cette idée? Et qu'est-ce que tu en retiens comme souvenir, Oh, bah voyage? alors là, ça va être long, je vais essayer de faire court, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement magnifique. Donc l'idée en fait m'est venue, c'est que mon travail fut connu surtout, comme forcément comme je dis, je traite des guerres coloniales, mais mon travail fut surtout connu par rapport à la bataille de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est mon fer de lance. Je me mets vraiment, vraiment Dien Bien Phu pour moi sur un piédestal, et alors pour moi c'est vraiment l'événement chaque année de mes réseaux. Tous ceux qui me suivent le savent. Quand Dien Bien Phu arrive, c'est vraiment le gros événement. Donc, j'ai créé une chronique qui s'appelle Pour l'honneur et les copains, et du coup, qui dure pendant la durée de la bataille. Donc, du 13 mars 1954 jusqu'au 7 mai 1954, chaque jour, il y a une chronique écrite, voilà, des informations qui sont relayées sur effectivement la journée de la bataille. Donc, voilà, les gens qui me suivent peuvent suivre chaque jour de la bataille avec les informations. Donc, chaque année, des fois, je rajoute des informations pour que ça complète encore plus. Voilà, plus de détails. C'est donc hier encore, il y a eu des informations sur les tout premiers volontaires. Donc, ils peuvent vraiment suivre toute la chronique jour après jour de la bataille pendant 2 mois et demi. Bon. Et donc ça fait 4 ans que ça se fait. Donc forcément, avec le temps, ça a pris son essor, parce que je travaille beaucoup en faisant des chroniques de bataille. Forcément, cette année, c'était 70 ans. Donc là, fallait marquer le coup. Et comme je dis, c'est plus devenu un combat qu'une passion, même si la passion est là, mais c'est devenu vraiment un véritable combat. Et il fallait faire encore plus fort. Pour les 70 ans, il fallait marquer quelque chose. Il fallait encore plus pousser. Donc avant c'était les écrits. Après, j'ai fait des vidéos sur Instagram, des vidéos expliquatives, voilà. Bon, mais là après, pour les 70 ans, il fallait marquer fort. Il fallait faire quelque chose d'extraordinaire. Et déjà d'une, aller à Dien Bien Phu, forcément, si j'en parle autant, c'est que forcément cette bataille est un rêve pour moi. Donc déjà d'une, c'était un rêve d'aller là-bas. Et magnifique, mais magnifique, forcément, c'est une pierre de coups. Emmener mes abonnés avec moi. Et en plus, qui plus est, l'année des 70 ans. Donc c'est parti comme ça. Après, je me suis dit, il faut encore faire plus quelque chose pour eux. Il faut encore plus, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent que il y a des gens, ils pensent à eux. Il y a des jeunes de 27 ans comme moi, ou encore plus jeunes que moi, ou même des gens du parti civil, comme j'appelle ça, qui pensent à eux. Ils savent qu'on est là, on pense à eux, que 70 ans après, même s'ils sont morts à des milliers de kilomètres au milieu d'une jungle, on est là, on pense à eux. Nous en France, sagement assis devant nos télés. Et je me suis dit, il faut que je fasse une cérémonie. Donc, je suis parti sur la création d'une plaque et faire une sorte de cérémonie pour que ça ne soit pas qu'un simple voyage d'un homme qui réalise son rêve. Non, que ce soit bien plus. Et justement, l'idée a été comprise parce que j'ai vu la réaction quand j'y étais.
de beaucoup d'abonnés d'ailleurs qui m'ont énormément touché. D'ailleurs, je les remercie encore parce que j'ai une communauté vraiment extraordinaire. Parce que sans eux, je ne serais rien. Good Morning Army ne serait pas là. Et une personne a encore compris hier, elle m'a encore remercié, elle m'a laissé un message vocal, elle m'a dit, en y allant, tu as apporté tous nos voix. On était avec toi, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, tous ceux qui n'ont pas pu y aller, tous ceux qui pensent que... Et justement, c'était ça l'idée. L'idée, c'est parce que donc du coup, j'ai été là-bas forcément pour faire des reportages, mais aussi pour faire une cérémonie qui a été beaucoup suivie où je dépose une plaque avec justement l'inscription de ma chronique pour l'honneur et les copains. Donc j'ai déposé une plaque en faisant une cérémonie, d'ailleurs la vidéo arrivera dans pas longtemps, où effectivement je dépose cette plaque au pied du monument, euh, 70 ans plus tard, alors que les combats avaient lieu, et très exactement, parce qu'au moment où je dépose la plaque, c'est le 4 avril, les combats duraient depuis déjà 107 heures sur les Hélianes. Djihad avait envoyé des divisions sur Héliane, et les combats duraient depuis 107 heures, où pareil, les légionnaires et tirailleurs tenaient bon. Donc c'est pour dire, déjà au moment où je dépose cette plaque, la fureur des combats qui ont lieu sur ces lieux mêmes. Euh, et donc, du coup, je dépose cette plaque et vraiment, c'était un symbole. C'était pour moi très, très important. Au-delà de faire un simple voyage, il fallait vraiment montrer à ces hommes, leur rendre un hommage. C'était vraiment le projet d'une vie, le combat d'une vie. Aller là-bas, déjà que c'était un rêve, mais poser cette plaque. Et ça a été un moment des plus magiques. Déjà, je suis arrivé devant ce monument que j'ai regardé pendant des années, à travers d'ailleurs les images de Bijard, parce que Bijard y a été en 1994. Euh, et savoir que déjà il était là devant ce monument avec Ranfrodel. Donc déjà c'était une émotion immense de voir enfin ce monument. C'était une réussite. Pour moi c'était l'apothéose de ma vie. Maintenant j'ai l'impression que je peux mourir en paix. J'ai été à Dien Bien Phu. Donc pour moi enfin voilà, c'est le Saint Graal. Et donc du coup déposer cette plaque, faire cette cérémonie, ça a été une émotion in- indescriptible. Je pense que j'ai réalisé le rêve de beaucoup à travers mon geste. Et on peut pas imaginer. On peut pas imaginer ce moment où on arrive, on pousse ce portail vert, on arrive devant le monument, le silence est pesant, on sent, enfin c'est incroyable. On arrive devant toutes ces plaques qui ont été déposées par les associations des anciens combattants. On voit même des photos de soldats qui ont servi là-bas. C'est une émotion totale. Et après, on dépose, donc j'ai déposé la plaque. Un abonné d'ailleurs m'avait rejoint. D'ailleurs, je tiens vraiment à le saluer parce qu'on a fait ça du coup à deux. Il était venu me rejoindre, je pense exprès. Et du coup, ça a été une cérémonie sublime. On a du coup déployé le drapeau. On a même fait résonner la Marseillaise. Ça a été un moment tout à fait incroyable de se dire que deux Français sont là et sur nos portables, on a fait résonner la Marseillaise. On s'est tenu droit fièrement devant le monument à des milliers de kilomètres de la France. Et c'était une émotion mais totale. Donc c'était vraiment un voyage, c'était pas un simple voyage. C'était vraiment un voyage mémoriel. C'est là qu'est toute la nuance. Ça a été vraiment un voyage d'émotion, de vraiment d'hommage et de montrer à la France, à ceux qui sont passionnés, aux anciens militaires, aux anciens combattants, aux collectionneurs, à toutes les personnes, que il y a un Français, il est allé là-bas, il a déposé une plaque, il a fait ça. Que montrer que on pense encore à eux. Et justement, c'était ça qui était important. Et c'était là qui était tout le fond de ma pensée et de ce projet. C'était de se dire que pour une fois, cette plaque, à l'inverse de toutes les autres plaques qui ont été déposées par des associations ou des régiments, donc en leur nom et en leur mort, que là, cette fois-ci, c'était une plaque pour la première fois qui était déposée par un parti civil, comme j'appelle ça. Que cette plaque est déposée au nom de tous ceux comme toi et moi, comme tous ceux de ma communauté qui pensent à eux, que ce soit boucher, charcutier, poissonnier, éboueur, anciens militaires, militaires d'actifs, collectionneurs, passionnés, que tous ces gens qui sont aux quatre coins de la France, qui pensent encore à eux, qui vivent pour eux, et ben que cette plaque soit déposée en leur nom. Que ce soit pour la première fois une plaque du Parti civil, que tous ces gens qui font vivre, ne serait-ce que le petit, comme par exemple, j'ai un abonné qui fait ça, comme le petit abonné qui a 50 abonnés sur son compte, mais qui publie une photo de Dien Phu. Et personne ne saura, il y a que 50 abonnés. Et il me l'a envoyé, voilà. Personne, mais par contre, il y pense. Il a pensé à eux. Voilà, il est anonyme, totalement anonyme, et il pense à eux. C'est en leur nom que je dépose cette plaque. Donc, ça a été l'un des plus grands moments. Après, je pourrais en parler pendant des heures, tellement que l'émotion, c'était vraiment un moment incroyable de pouvoir déposer la plaque et se dire que au moment où je parle, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là au milieu des autres plaques. Elle prône fièrement avec écrit pour l'honneur et les copains.
c'est vraiment le projet d'une vie. Ça a été vraiment, vraiment magnifique. Et après, bien évidemment, arriver à Dien Bien Phu, donc on est comme un fou, hein, c'est un mauvais jeu de mots, mais rien que de voir à travers le hublot de l'avion, on voit les positions. En plus, j'ai eu la chance d'atterrir par beau temps, à l'inverse de mon abonné qui a atterri par brouillard. Donc j'ai vu les PA, c'est l'émotion. On se rend même pas compte qu'on touche le sol. C'est vrai que pour beaucoup, c'est comme ceux qui sont passionnés par Verdun. Quand ils vont à Verdun, on touche le sol de Verdun, ils sont voilà. Là, c'est pareil. Je touche la terre de Dien Bien Phu, c'est simple, hein. J'ai fait ma groupie, hein. J'ai posé la main par terre, j'ai touché de la terre, j'en ai même ramené. Enfin, voilà. Mais en plus, ce qui est fou, c'est comment on est accueilli. J'ai eu des moments avec des Vietnamiens proches de la famille. Et aussi fou que ça puisse paraître, non pas dans les rues, mais sur les lieux même des combats. J'ai été sur Elian 2, ça a été un moment, d'ailleurs c'est la première position que j'ai faite. J'ai été sur Elian 2, même si les Viettes ont reconstruit la plupart des choses, donc effectivement ce sont pas les tranchées, entre guillemets, forcément elles sont pas là depuis, voilà, donc ils ont tout rebétonné, mais c'était les positions exactes. Et arriver à ce sommet, c'est que c'est vraiment, j'ai comparé ça à ceux qui escalaient le mont Everest, et certainement arrivé sur le sommet. Je savais pas qu'est-ce qu'ils éprouvaient à ce moment-là. Au moment de toucher les nuages, être au-dessus, ça, tous ceux qui ont hurlé au-dessus du mont, de tous ces monts qu'ils ont escaladés. Bah là, je l'ai compris. Je suis arrivé, bon, j'ai pas hurlé, bien évidemment, mais ça m'a coupé le souffle. C'était sublime, c'était se dire que justement, en plus, pile poil, quand je suis arrivé, c'était la guerre, ici, c'était la bataille. C'est quand je pile poil quand j'arrive, c'est la bataille des Héliades, la première, enfin, la deuxième offensive de Dieppe, et de se dire que ici même, là où je parle, les paras dont le capitaine Luciani tenait avec ses légionnaires, Bijar qui entendant l'appel de Luciani, qui envoie ses troupes à la rescousse, Bijar qui appuie, se dire que Bijar était à quelques kilomètres juste en dessous et qu'il envoyait ses paras, de se dire que là ici ils se sont accrochés jusqu'à la fin, ils se sont battus, ils étaient dans ces tranchées-là, ils ont tenu jusqu'au bout. Seul pour eux comptait la fraternité d'armes. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est l'esprit de Dien Bien Phu. C'est ce qui s'est passé là-bas. Et je dis toujours une chose très importante, si la France actuelle avait l'esprit de Dien Bien Phu, euh, ça serait bien différent. Parce que ce qui s'est passé à Dien Bien Phu, c'était un esprit de frère. D'ailleurs, on parle souvent, cette expression a été née, c'est l'esprit de Dien Bien Phu. Et justement, ce qui s'est passé là-bas, c'était au-delà. C'était au-delà. C'était plus que justement des copains et l'honneur. Pour ça que c'était important. C'était même plus, je pense, une question de France. C'est juste une question de copains et d'honneur. Et, euh, et ce qu'ils ont fait là-bas, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, arrivé en haut du sommet, bon, il y avait là-bas la saison touristique est énorme. Il y a énormément de bus d'anciens de militaires d'actifs. C'est un balai de bus constant. Avec beaucoup de gens qui passent. Enfin, c'est impressionnant tous les bus de militaires d'actifs. On voit, il y a des Vietnamiens de l'armée de l'air, beaucoup de Vietnamiens de l'armée de terre. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune rancœur. Aucune. J'ai été là-bas accueilli. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une vidéo, que tu as dû certainement voir, j'ai osé déployer le drapeau français sur Eliade 2. Donc du coup, je l'ai déployé. Je n'ai vu aucune haine. Au contraire, j'ai vu un. Pourtant, j'avais un peu. Je me disais, faut oser quand même. Il y a beaucoup de militaires. On voit, c'est vraiment des militaires. D'ailleurs, il y a des décorés. On voit que c'est bon, voilà. Donc, ils vont certainement le prendre mal. Et donc, il fallait que je le fasse. C'était pas un rêve. Il fallait que je le fasse aussi pour eux. Et, euh, et du coup, j'ai déployé. Et à ma grande surprise, il y a même un Vietnamien qui est venu me prendre en photo. Il était ému, même serré la main. Et là-bas, je n'ai vu aucun, il faut bien le dire quand même, aucune animosité. Rien. Au contraire, il savait que j'étais FAP. Donc FAP, c'est français en vietnamien. Et il venait me ça. J'ai même eu d'ailleurs des moments tout à fait d'une émotion totale. Des femmes m'enlaçant dans les bras. J'ai eu un ancien combattant qui parlait très très bien le français d'ailleurs. Il est venu me voir. Il m'a fait français. Je dis oui, français. Je fais yes. Et il m'a pris ma main, dans ses deux bras. Il a fait merci, merci. C'est fou de se dire que sur Eliane 2, il y a 70 ans où nos hommes, et d'ailleurs les leurs, s'étripaient jusqu'au corps à corps dans des combats sanglants, et que là, il y a un Vietnamien, il arrive, il me prend dans sa main, il me dit respect, merci, et il se prend en photo, et il me tient, il m'enlace comme si qu'on était deux vieux frères. C'est vrai qu'il y a une... Voilà. Par contre, c'est la nuance avec les Américains. J'ai eu
Et j'ai eu une rencontre avec effectivement un Vietnamien qui a perdu son grand-père pendant la guerre du Vietnam contre les Américains. Et là, on a senti tout de suite la différence. J'ai senti qu'effectivement, avec les Américains, il y avait une animosité. Il y a une animosité. Par contre, quand je lui ai dit que j'étais français, il y a direct, il m'a dit respect. Respect. Par contre, lui, effectivement, j'ai senti tout de suite que quand il a parlé de son grand-père qui est mort contre les Américains, il y avait tout de suite une animosité. Donc, je pense que les Américains, c'est encore bien complexe, mais c'est encore bien différent que les Français. Mais par contre, les Français, on sent qu'il y a un véritable respect. Après, parce que je ne veux pas non plus faire long, il y a tellement de choses à dire, mais après, marcher sur ses pas, enfin, c'est une émotion indescriptible. C'est comme aller à Verdun. C'est, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que partout où on marche à Dien Bien Phu, il y a toutes leurs positions. Ils ont tous été là. Moi, je dormais dans un hôtel au pied des lianes 4 et au pied des lianes 1. Eliane 1, ça a été d'ailleurs le tombeau du premier RCP. Enfin, enfin, je sortais de mon hôtel, j'avais les pentes d'Eliane 1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur ces pentes-là qu'il y a eu l'un des plus beaux moments de Dien Bien Phu. C'est lors de la reprise d'Eliane 1. Et donc, Bijard envoie les paras pour reprendre Eliane 1. Et du coup, les paras réussissent, au prix de pertes lourdes, à reprendre le sommet d'Eliane 1. Mais ils ont besoin de renforts. Et là, justement, Bijard demande un renfort de tout le monde. Et là, justement, le premier BEP répond justement à l'appel. Donc, ils vont monter. Et derrière eux, il y a le BPVN. Et donc, du coup, les régiments Nord-Vietnam, le bataillon Nord-Vietnam. Et c'est là que va se passer un magnifique épisode. C'est que sur ces pentes, justement, qui étaient à 5 minutes, enfin même pas 4 minutes de mon hôtel, donc le BEP va entamer l'ascension en chantant contre les Viettes, contre l'ennemi alors qu'ils sont en train de monter au combat. Et juste derrière, le cinquième BPVN, qui lui ne connaît aucune chanson, et ils vont chanter la seule chanson qu'ils connaissent, vont entonner la Marseillaise sur les pentes. Et déjà d'une, c'est un régiment nord-vietnamien, enfin, c'est un régiment de vietnamien, enfin, déjà, c'est incroyable de se dire ça, de savoir qu'ils ont chanté la Marseillaise, et ils vont monter. C'est pour dire que là-bas, c'est vraiment une terre sacrée. C'est une terre vietnamienne, oui, mais c'est une terre française. Dans, pour moi, c'est une terre française. Bon, on m'a reproché d'avoir hissé le drapeau français sur Eliane, certains, bon, pas beaucoup, en minorité bien évidemment, mais on m'a quand même reproché de le faire. Et c'est une terre française. Je suis fier de l'avoir fait parce que on se sent comme chez nous, on est accueilli mais comme même des fois à des repas, c'est des simples restaurants. Il y a des enfants qui viennent nous voir. Un père nous est venu nous voir alors qu'il était policier. Il nous a accueillis avec ses enfants. On était avec ses enfants, même avec sa femme. Enfin, c'est incroyable. Enfin, on nous a donné de la nourriture. Enfin, on est vraiment voilà. C'est on se- c'est incroyable. Dien Bien Phu, il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qu'il y a eu là-bas et en plus marcher sur leurs traces. Aller au PC Gono, on est devant les chars Conti, Douaumont, Ettlingen, Basel. On fait les Eliane 1 et Eliane 4 sont restés dans leur jus depuis 70 ans. On parcourt la forêt, le Piton. Il y a eu un moment tout à fait émouvant. Je suis arrivé au pied, enfin à la face d'Eliane 1 et on voyait encore les anciens, parce que là ils n'ont rien reconstruit. Donc on voit vraiment les traces, les stigmates de bataille comme à Verdun et on voit les tranchées françaises face à Dominique II. Et alors là, c'est un panorama, l'émotion, c'est à couper le souffle. On est face, on voit le piton d'Eliane 2, enfin de Dominique 2, qui est totalement immense. Et on s'imagine, on les voit dans leur tranchée juste ici, qui regardaient ça, qui regardaient justement l'arrivée de ces hommes. Et justement, c'est ça qui est beau. C'est ça de se dire que ces hommes, et d'ailleurs, Monsieur Flamand, que je vais interviewer, l'a très très bien dit, il savait qu'il n'avait aucun espoir. D'ailleurs, Monsieur Flamand m'a dit au téléphone que Bijard avait dit, avant de se faire parachuter, il leur a dit, bon, on arrive en avion, par contre, on repartira à pied. Et pour un parachutiste, ça veut tout dire. Donc on repartira à pied. Ils savaient très bien qu'ils ne reviendraient pas. Pourtant, ils ont tenu, ils ont été jusqu'au bout, et de se dire que cette terre qui a vu tant d'honneur, parce que pour moi, Dien Bien Phu, c'est digne de Verdun. C'est beaucoup, et je n'aime pas d'ailleurs cette phrase-là, beaucoup disent, et cette phrase revient énormément, beaucoup disent que les derniers Français sont morts à Verdun. Ça, cette phrase, elle n'arrête pas de revenir. Tout le monde dit, voilà, non, c'est faux. Faut arrêter. Non, non. Une grande génération est morte à Verdun, oui. Mais celle qui a précédé, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à Dien Bien Phu, même en Algérie, ceux qui sont morts sur le sable, comme je pense à un célèbre officier qui est mort sur le sable de Timimoun, c'était une génération illustre. D'ailleurs, Jean Lartégui les appellera les centurions, et c'était une génération totalement incroyable. Et à Dien Bien Phu, qui pour moi est la dernière grande bataille de l'armée française, ce qui s'est passé là-bas, elle devrait être commémorée.
Elle devrait être mise en avant comme les mis en avant en ce moment. Enfin, cette année va être mis en avant les 80 ans du débarquement, parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est une bataille au-delà, mais au-delà de l'histoire. C'est la seule bataille où, je sais que je suis long, je suis désolé, mais c'est la seule bataille où il y a des hommes, ils s'évadent des hôpitaux à Hanoï. Ils ont été blessés à Dien Bien Phu. Ils s'évadent. Ils s'évadent des hôpitaux quand même. Euh, pour rejoindre les copains. On demande des volontaires, il y a des cuistots, il y a des gens non brevetés, il y a des tankistes, il y a des gens qui n'ont jamais sauté en parachute, et ils vont tous se porter volontaires. Et dans la dernière nuit, alors que le corps retranché est tout plus petit, la zone de saut est complètement mais réduite, la plupart vont tomber directement chez les Viettes, ou plein combat, ou au mieux ils atterriront au milieu des barbelés, ben, ils vont sauter, ils vont rejoindre. Ils savent la chute du camp. Ils le savent. Ils savent que tout est perdu, que les carottes sont cuites. Mais ils vont rejoindre les copains. Ils veulent rejoindre les copains pour tirer la dernière cartouche avec eux. Alors que ils vont à une mort certaine. Ils le savent. Ou dans notre histoire, bon, j'ai envie de dire, c'est bien français, parce que l'histoire de France est unique en son genre. Et c'est bien l'esprit français. Ce qu'on disait il y a pas avant, les mots, le sens des mots valeur et panache. À l'époque, ils avaient un sens. Et ces hommes-là ont donné un sens à ces mots. Et c'est pour ça que cette terre, j'invite vraiment tout le monde à aller à Dien Bien Phu, parce que cette terre, elle est sacrée. C'est vraiment à la hauteur de Verdun. Ça, je m'arrête là parce que ça va être long, mais effectivement, aller là-bas, ça a été une émotion totale. Aller à Béatrice. Béatrice, c'est là où tout a commencé, où 475 légionnaires ont résisté face à 12 000 hommes. Il faut se rendre compte. C'est la première journée de la bataille de Dien Bien Phu. Ils sont 475. Ce sont des durs de durs, des légionnaires qui ont d'ailleurs sur leur drapeau comme inscription Birakem. Donc, c'est des durs de durs qui sont sur Béatrice. Et ils vont faire face à 12 000 hommes. Et moi, j'ai été sur Béatrice. Euh, c'est édifiant. La hauteur, les combats. Imaginez que les légionnaires étaient dans les tranchées là, qui sont encore installés, avec leurs mitrailleuses qui voyaient cette horde hurlante, parce qu'on connaît la méthode du Viet Minh, hein, qui est typiquement russe, hein, la vague humaine, et, euh, et les voir, et se dire qu'ils ont tenu jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, et se dire qu'ils étaient là. C'est indescriptible. Donc c'est vrai que ça a été un magnifique voyage. Je pourrais en parler pendant des heures. Et je pense que même en parlant, on peut pas mettre les mots dessus. C'est comme quand on va à Verdun. J'étais à Verdun au Bois des Corps. On peut en parler, mais en fait, il faut le vivre pour comprendre. Hmm. Ouais, je comprends. Euh, c'est marrant de voir que c'est marrant de voir que beaucoup de hauts faits de l'armée française qu'on commémore sont souvent des défaites. Tu vois, tu parlais des légionnaires, là, la fête des légionnaires, c'est Cameron. Cameron, Alors, il y aura Ouais. toujours des gens qui vont dire, attention, c'est pas vraiment une défaite parce que pendant que les mecs tenaient, il y a un convoi qui passait, donc l'équipe Oui. c'est une victoire, etc. Bon, ça reste quand même des mecs qui se font quasiment tous massacrer et de façon héroïque, mais à chaque fois c'est une défaite, tu vois, Trafalgar. Mais C'est et justement, c'est ça qui est fort. Parce que je sais où tu vas en venir. C'est justement ça qui est fort. Parce Mm. que la France est le seul pays, et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est très très fort. C'est justement, on me reproche souvent de de commémorer des défaites. Comme par exemple, je fais aussi la chronique de la RC4, qui est une défaite aussi, une sorte de défaite. Ou comme par exemple l'année 1940, où je fais aussi la chronique de l'année 1940. Mais ce qui est fort là-dedans, et ce qui est typiquement français, et c'est unique à l'histoire de France, c'est que justement, même dans la défaite, et c'est ça qui est plus fort. Parce que souvent, on retient les victoires. Mais en réalité, ce qui est fort, c'est la défaite. Parce que même dans la défaite, eh ben, les Français sont tellement héroïques qu'ils arrivent à en enlever la défaite. C'est même plus une défaite. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je prends souvent le cas de Waterloo. C'est toute une nuance de mots. Pour ça que, quand on le dit, hein, quand on le dit aujourd'hui, même avec le facho et de ça, les mots sont très importants. Quand on parle de la bataille de Waterloo, on dit la bataille de Waterloo. On ne dit pas la défaite de Waterloo. Quand on parle de la bataille de Dien Bien Phu, on dit la bataille de Dien Bien Phu, pas la défaite de Dien Bien Phu. Et quand on parle de la bataille de Cameroun, on dit la bataille de Cameroun, pas la défaite de Cameroun. Et cette nuance de mots est très très importante. Justement, parce que justement, les mots sont très bien choisis. Et c'est ça qui fait la nuance. C'est que quand on parle de Waterloo, partout, on va à Waterloo. D'ailleurs, même Abba, d'ailleurs, dans sa chanson, quand on dit Waterloo, on pense à qui? On pense à Napoléon, on pense à la garde, on pense au maréchal Ney. On ne pense pas à Wellington, ni à Blücher. Ça ne nous vient pas à l'esprit. On pense automatiquement Napoléon. Mais pourquoi? Napoléon a été défait, il a perdu. Parce que justement, les Français ont réussi dans la défaite, et c'est ça, c'est se battre qu'on gagne dans l'espoir. Dans un certain sens, c'est facile. Mais justement, se battre dans le désespoir, se dire que
il n'y a plus aucun espoir. Et tenir quand même, c'est là qu'est tout un combat d'une vie, justement. Parce que c'est ce que, justement, on nous vend chaque jour, de se dire de se battre, d'avancer, malgré, justement, comment dire, les défis, les choses. Mais justement, c'est ça qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont été jusqu'au bout. Pour citer à Waterloo, c'est le dernier carré. D'ailleurs les derniers, parce qu'on dit qu'on on parle souvent du dernier, mais sans compter les autres. La garde justement, la garde qui se rend pas, qui meurt et qui ne se rend pas. Enfin voilà, on parle des derniers carrés, des hommes qui tiennent debout dans leur carré face à des hordes, comment dire, d'anglais qui les pilonnent, qui les canardent. On pense au 14e de ligne lors de la bataille d'Eylau, parce qu'on parle beaucoup de la charge de Murat, mais le 14e de ligne qui va se faire décimer, qui justement va faire ce geste ultime, qui va rester sur place et qui va donner son aigle à Marbeau, et qui va rester sur place, qui va se faire, qui est déjà sous des montagnes de cadavres et de chevaux. La bataille de Dien Bien Phu, justement, ils le savent, c'est de le désespoir, ils peuvent rien faire, mais ils sont tellement combattus que quand les gars d'ailleurs arrivent dans les abris et ils découvrent les conditions dans lesquelles ils ont tenu, ils sont admiratifs. Et d'ailleurs, Diab va même s'énerver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une PA, Diab va envoyer des milliers d'hommes pour écraser juste 30 légionnaires sur une PA. Donc c'est pour dire, les mecs, mais justement, ils ont fait. Et justement, Cameron, parlons-en, c'est vrai, Cameron, c'est une bataille mythique, comme, euh, comme par exemple Ninh Binh, pareil. Ninh Binh qui, d'ailleurs, les commandos marines se battent encore pour reconnaître ça, pour reconnaître comme une cérémonie officielle, que ce soit leur Cameron à eux. Pareil pour Ninh Binh. Ninh Binh, pourtant, c'est entre guillemets une défaite. Et pourtant, c'est illustre. C'est les commandos marines qui tiennent dans une église. La charpente qui s'effondre, les Viet Minh, ils sont coincés dans l'église. C'est le sauve-qui-peut dans les marais. Mais ils ont tenu. C'est justement ça qui est fort. C'est que l'histoire de France, c'est la seule histoire où justement nos ennemis ont toujours autant admiré. Enfin, on a des exemples multiples. Le fort de Vaux qui tombe, d'accord, mais une haie d'honneur quand les survivants français sortent. On a Lille qui tient à un contre 100 et que justement les Allemands après, alors qu'on est en pleine guerre, il y a du s'entretuer, eh ben, ils font une haie d'honneur et les Français sortent avec les armes à la main. On a encore les cadets de Saumur qui repassent le pont en chantant. On a pareil, le 9 mars 1945, la citadelle d'Hanoï, les Japonais qui justement font sortir, alors que ils ont perdu des milliers d'hommes à cause des Français qui ont tenu. On savait très bien en plus les Japonais comment ils sont question prise de traitement de prisonniers, hein, ça passe souvent sous le sabre. Donc c'est vrai qu'alors eux on n'en parle même pas, c'est voilà assez unique, surtout qu'en plus lors du 9 mars 1945, il y a eu plus de Français qui sont passés sous le sabre qui ont eu ça. Mais là, justement, ils se sont rendus avec les honneurs. Ils ont eu la chance de sortir du fort de la citadelle, enfin de la citadelle d'Hanoï, les armes à la main, et les Japonais leur faisaient une haie d'honneur. C'est que c'est typiquement français. L'esprit français, enfin, dans l'histoire de France, c'est le seul pays où autant les ennemis ont honoré, nous ont honorés. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, d'ailleurs, en Russie, que d'ailleurs, Napoléon, et c'est ça qui est aussi fou, parce que normalement, ça pourrait être un envahisseur, il est vénéré. Voilà, il est même respecté. Nos ennemis nous ont toujours respectés. Et d'ailleurs, bon, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que c'est assez bon, voilà, c'est assez pas très objectif, mais bon, ça, c'est mon côté patriote. Mais c'est parce que la France est unique. Son armée française est unique, et parce que son esprit combatif est unique, et parce qu'il y a un mot, il y a même deux mots qui collent très bien à la France. Et d'ailleurs, je dis toujours que je pense qu'on les a inventés pour l'armée française. C'est le panache et l'honneur. Pour moi, ces deux mots résument l'armée française. Et effectivement, on voit les défaites à chaque fois. Les Français sont tellement uniques dans leur combativité qu'on leur rend les honneurs. Et on arrive même à oublier la victoire de l'ennemi. On n'y pense plus. On pense directement alors justement, et c'est ça qui est fort. Les Anglais, les Russes, on peut pas faire ça avec eux. Il y a que la France, parce que la France, elle s'est tellement battue. Enfin, ils ont été jusqu'au bout à chaque fois de leurs idées. Et c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un témoignage justement d'un vétéran à 10 000 fous. Il dit, il est toujours plus facile d'attaquer. Toujours. Un vétéran, il dit ça. Il dit, parce que quand vous attaquez, vous êtes voilà, dans la faute. Mais il est toujours plus difficile pour le défenseur d'attendre. Parce peut pas, il est bouclé. Il peut pas. Il voit justement la mort arriver vers lui. Il est, il peut pas. Il peut pas bouger. Il sait. Il sait, d'ailleurs, il dit avec émotion, il dit, on sait qu'on va finir l'arme blanche. Mais on tient. On reste là. On sait qu'il n'y a aucun espoir. Et c'est justement ça qui est beau. C'est justement ça qui est beau. C'est de tenir alors qu'il n'y a plus aucun espoir. Et je pense que c'est ça la leçon à tirer des fois pour nous. C'est justement de se dire que eux,
S'ils l'ont fait alors qu'il n'y avait aucun espoir, comme les Légionnaires de Cameroun, comme les Paras à Dien Bien Phu, comme des fois à Verdun, ce qui s'est passé quand un seul coup un officier se lève, alors que c'est le chaos indescriptible autour d'eux, enfin, tout le monde est en déblaque, et d'un seul coup, il va dire debout les morts, debout les morts. Je pense que à travers tout ça, il y a une leçon. C'est que ces hommes, justement, dans la défaite, ont réussi à écrire leur immortalité. Et ils ont réussi à survivre aux vainqueurs. Et c'est là qu'est encore plus beau le geste. Hmm. Ouais, carrément. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi pour le faire vivre, parce que effectivement, on pourra pas compter sur, sur l'éducation nationale pour faire vivre tout Non, ça. Et, malheureusement. et c'est important parce que tu l'as dit, derrière, il y a des valeurs humaines, et d'ailleurs qui ont même, enfin, tu prends la littérature française avec des monuments comme Cyrano de Bergerac où on a Oh oui, réussi à le faire extraire de l'histoire militaire, donc c'est vraiment bien. Et écoute, j'espère que ce témoignage et que cet épisode plaira aussi pour pouvoir le transmettre à notre niveau aussi. On renvoie les gens sur ta chaîne, sur TikTok, sur Instagram, Good Morning Army. avec plaisir. Et, Je te euh, remercie beaucoup. et ben, merci à toi pour ce témoignage et pour ce petit cours d'histoire là qui fait plaisir. Euh, merci et Bah, merci à toi surtout. Merci beaucoup de m'avoir écouté et désolé pour ce long monologue. Quand je pars, je pars. aucun souci. Je pense que ça a plu. J'espère alors, tant mieux. J'espère. Merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et merci de m'avoir accordé ce temps et cette possibilité de parler. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-point.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.